Si votre nom de famille vous a toujours semblé porter quelque chose d'ancien, si quelqu'un dans votre famille a un jour prononcé ce mot à voix basse, comme un secret à moitié honteux, à moitié fier, noble, alors ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait changer la façon dont vous regardez votre propre histoire. Parce qu'en France, des milliers de familles descendent peut-être d'une lignée noble sans le savoir, et des milliers d'autres croient le savoir, sans pouvoir en apporter la moindre preuve. Voici les noms que nous allons croiser dans cette enquête. De Montmorency, de Roanne, d'Artagnan, de Villeneuve, de Châteauneuf, de Latour, de Bourbon, de Montfort, d'Estrée, de Beaumont, de Créqui, de Gramont, de Foix, de Lusignan, de Brézé. Si l'un de ces noms résonne dans votre famille, ou si votre propre nom porte cette particule qui intrigue tant, restez. Ce que vous allez découvrir sur les archives qui existent, sur les pièges qui attendent les non-initiés et sur les révélations que la méthode peut produire, est bien plus surprenant que vous ne l'imaginez. Si vous regardez cette vidéo depuis votre télévision, et vous êtes très nombreux à le faire, vous pouvez quand même agir. Demandez à quelqu'un autour de vous de s'abonner à cette chaîne et de partager cette curiosité avec d'autres. C'est ce qui permet à ce travail de continuer et d'atteindre plus de familles. Merci à vous. Commençons par l'erreur que presque tout le monde commet en premier. La première impulsion, quand on soupçonne une ascendance noble, est toujours la même. On ouvre un moteur de recherche, on tape son nom de famille, on ajoute le mot noblesse ou bien aristocratie, et on espère voir apparaître une page rassurante qui confirme tout. C'est compréhensible. C'est aussi, presque systématiquement, une impasse. Non pas parce que l'information n'existe pas, mais parce que les sources qui circulent librement sur Internet, les sites de généalogie généraliste, les forums, les arbres partagés sur des plateformes comme Généanet, ne constituent pas des preuves. Elles constituent des hypothèses parfois magnifiques, parfois entièrement fausses et souvent impossibles à distinguer l'une de l'autre sans consulter les documents originaux. La noblesse française, sous l'Ancien Régime, n'était pas une rumeur. Elle était une réalité juridique et fiscale extrêmement précise, documentée jusqu'à l'obsession, parce que des privilèges considérables en dépendaient. L'exemption de certains impôts, l'accès aux offices militaires, l'entrée à la cour de Versailles, et pour les filles de famille, la possibilité d'être reçues à la maison royale de Saint-Louis à Saint-Cyr-l'École, fondée par Madame de Maintenon en 1686. Chacun de ces privilèges exigeait des preuves. Des preuves écrites, vérifiables, soumises à des officiers royaux dont c'était précisément le métier de ne pas se laisser tromper. Et voici le fait qui surprend toujours. Ces preuves existent encore. Elles ne sont pas perdues dans des châteaux abandonnés ou des greniers humides. La plupart sont conservées dans des institutions publiques accessibles à tous, à Paris, et dans les archives départementales de toute la France. C'est là que se trouve la vérité. Et c'est là qu'il faut commencer. Mais avant de franchir la porte de ces archives, il faut comprendre quelque chose d'essentiel sur la nature même de la noblesse française. En France, sous l'Ancien Régime, il n'existait pas une seule noblesse. Il en existait plusieurs. La noblesse d'épée, la plus ancienne, celle des familles qui faisaient remonter leurs titres à des ancêtres militaires médiévaux, était souvent la moins bien documentée. Les parchemins les plus vieux avaient disparu dans les guerres, les incendies, l'usure du temps. La noblesse de robe, née de charges judiciaires ou administratives anoblissantes, était au contraire mieux documentée. Des lettres patentes royales, enregistrées, copiées, conservées en plusieurs exemplaires, et la noblesse par lettre d'anoblissement, où le roi élevait une famille roturière, marchands enrichis, financiers, artisans, moyennant service ou argent, dont les descendants se réclamaient 2 générations plus tard d'une ancienneté qu'ils n'avaient pas. Ce système a produit un chaos archivistique fascinant et une méfiance croissante de la monarchie à l'égard des prétentions non vérifiées. C'est cette méfiance qui a conduit à l'un des épisodes les plus spectaculaires de l'histoire administrative française. Le 22 mars 1166, par un arrêt du Conseil d'État, Louis XIV et Colbert,
lance la grande enquête sur la noblesse, la recherche des usurpateurs du titre de noblesse. Dans chaque généralité du royaume, les intendants reçoivent mission de réunir les représentants de toutes les familles prétendant à la noblesse, d'examiner leurs titres et de statuer maintenus ou condamnés comme usurpateurs. Des dizaines de milliers de familles ont dû produire leurs actes, leurs chartes, leur généalogie sur au minimum 3 générations. Tous ces dossiers sont aujourd'hui conservés à la BNF et dans les archives départementales. Arnaud Clément a publié en 2017 les listes compilées de cette grande recherche. Quelques 15 000 noms, maintenus, condamnés, déboutés ou ayant renoncé à leur qualité, généralité par généralité. C'est l'une des sources les plus précieuses pour reconstituer la carte de la noblesse française du XVIIe siècle. Mais voici un premier piège. Être absent de ces listes ne signifie pas que votre famille n'était pas noble. Certaines familles ont refusé de comparaître. D'autres n'ont pas été convoquées parce qu'elles résidaient dans des régions où l'enquête a été moins systématique. D'autres encore ont renoncé volontairement à leur qualité plutôt que d'engager des frais de procédure qu'elles ne pouvaient pas se permettre, même si elles auraient été maintenues. La noblesse était un statut coûteux à défendre, la ressource archivistique fondamentale, celle que tout chercheur sérieux doit connaître, se trouve à Paris dans un bâtiment que très peu de Français ont jamais pénétré. Au numéro 58 de la rue de Richelieu, dans le 2e arrondissement, derrière la façade discrète du site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France, se trouve le département des manuscrits. Et dans ce département, une collection que les spécialistes appellent le cabinet des titres. C'est là que repose la mémoire écrite de la noblesse française. 6800 volumes de pièces manuscrites rassemblés au cours des XVIIe et XVIIIe siècles par les juges d'armes du roi, des officiers royaux dont la mission était précisément de vérifier les armoiries et les preuves de noblesse des familles françaises. La famille des Hozier a occupé cette charge de 1641 jusqu'à la Révolution française. 5 membres de la même famille, père, fils, cousins, se sont succédés à ce poste pendant près d'un siècle et demi, accumulant dans leurs archives les preuves de noblesse de tout le royaume. Leurs papiers forment aujourd'hui plusieurs séries distinctes au cabinet des titres. Le cabinet d'Hozier, le nouveau d'Hozier, les carrés de Hozier, chacun correspondant à des périodes et à des institutions différentes. Les familles qui souhaitaient admettre un fils comme page dans les petites ou grandes écuries du roi, par exemple, devaient présenter leurs preuves devant les Hozier. Celles qui voulaient qu'une fille soit reçue à Saint-Cyr devaient en faire de même. Chaque admission générait un dossier. Et ces dossiers sont là, accessibles, consultables, attendant ceux qui savent où chercher. La collection Chérin, 214 volumes, représente un autre trésor. Bernard Chérin était généalogiste des ordres du roi au XVIIIe siècle, chargé de vérifier les preuves présentées pour l'admission aux honneurs de la cour. Ce privilège de pouvoir être présenté au roi et à la reine à Versailles, de monter dans les carrosses royaux. Pour cela, une famille devait prouver une extraction noble remontant à 1400, sans interruption de roture. Chérin était impitoyable. Ces dossiers contiennent des arbres généalogiques vérifiés, des copies d'actes originaux et parfois des annotations révélatrices sur les failles des prétentions de certaines familles. Et voici la révélation que presque personne n'anticipe. Une famille qui porte un nom comme de Beaumont ou de Châteauneuf depuis des générations peut ne trouver aucune trace de son nom au cabinet des titres. Cela arrive souvent. Et cela peut signifier 3 choses très différentes. Que la famille n'a jamais été noble, qu'elle vivait dans une province lointaine sans jamais chercher à accéder aux places qui exigeaient des preuves formelles, ou que ces preuves ont été conservées non pas à Paris, mais dans les archives d'une province, d'un couvent ou d'un tribunal local. C'est ici que la recherche généalogique sérieuse prend toute sa complexité. La noblesse française n'était pas un phénomène exclusivement parisien. Elle était profondément provinciale. Une famille noble du Périgord n'avait pas nécessairement de dossier à la BNF rue de Richelieu, mais elle pouvait avoir ses titres dans les archives du Parlement de Bordeaux. Une famille du Dauphiné dans ceux du Parlement de Grenoble. Une famille de Provence dans ceux du Parlement d'Aix-en-Provence. Ces cours souveraines ont produit une masse considérable de documents sur la noblesse locale,
dont les archives ont rejoint après la Révolution les dépôts départementaux. Les archives départementales d'aujourd'hui. Les registres paroissiaux sont au cœur de cette recherche. François Ier en avait imposé la tenue dès 1539. Ils contiennent les actes de baptême, de mariage et de sépulture de toute la population, nobles compris. Et dans ces actes, on trouve des détails décisifs. Le titre d'écuyer mentionné à côté d'un prénom, la qualité de damoiselle attribuée à une épouse, la mention d'un fief ou d'une seigneurie. Ces qualifications répétées de génération en génération constituent l'une des preuves les plus courantes de l'appartenance à la noblesse locale. Ces registres sont aujourd'hui en grande partie numérisés et consultables gratuitement sur les sites des archives départementales. Des plateformes comme Genianet ou Philae en ont indexé des dizaines de millions, couvrant plus de 40 départements pour la période 1700-1792. Mais voici le piège suivant, et il est redoutable. Les qualifications dans les actes paroissiaux étaient souvent accordées avec une générosité qui n'avait rien à voir avec la réalité juridique de la noblesse. Un curé de village du Languedoc pouvait fort bien noter écuyer en face du nom d'un homme qui n'était pas noble du tout, simplement parce que cet homme était le propriétaire le plus important de la paroisse, qu'il portait des habits de qualité et tenait rang au premier banc de l'église. Inversement, une famille authentiquement noble mais de petite extraction, peu fortunée, vivant modestement d'un domaine rural, pouvait être désignée dans les actes d'une façon indiscernable de ses voisins roturiers si le curé ne la connaissait pas personnellement depuis longtemps. La qualification dans un acte paroissial est un indice. Ce n'est jamais, à elle seule, une preuve suffisante. La véritable preuve de noblesse exige une chaîne ininterrompue de documents originaux établissant, génération après génération, que les ancêtres directs étaient reconnus comme nobles. Et c'est là que la plupart des recherches se heurtent à un obstacle qui n'a rien à voir avec l'histoire de la famille en question. Les destructions d'archives. La Révolution a brûlé des documents dans certaines provinces. Les guerres de religion au XVIe siècle ont incendié des châteaux et des couvents qui conservaient des chartes médiévales. L'incendie de l'hôtel de ville de Paris en 1871 pendant la Commune a détruit la quasi-totalité des registres paroissiaux parisiens antérieurs à 1860. Des familles se sont retrouvées sans preuve non pas parce qu'elles n'étaient pas nobles, mais parce que les documents avaient disparu dans les flammes. C'est pour cette raison que les généalogistes professionnels passent parfois des années sur une seule famille, visitant successivement les archives départementales, les minutes notariales, les fonds des anciens couvents, les terriers et les censiers des anciennes seigneuries. Les minutes notariales, conservées aux Archives nationales pour les notaires de Paris depuis la fin du XVe siècle, et dans les archives départementales pour les notaires de province, sont d'une richesse inépuisable. Un contrat de mariage du XVIe siècle peut mentionner des titres et des terres qui éclairent toute une généalogie. Un inventaire après décès peut révéler la présence dans une maison de charte médiévale ou d'un blason sculpté au-dessus d'une cheminée. Et voici la dimension que l'on n'anticipe jamais. Cette recherche révèle souvent tout autant ce qui a disparu que ce qui a survécu. Une famille dont les ancêtres ont vécu dans un château brûlé pendant les guerres de religion peut avoir laissé très peu de traces directes. Mais les traces indirectes existent presque toujours, dans les registres des paroisses voisines qui mentionnent les membres de la famille comme témoins ou parrains avec leur qualité, dans les archives des seigneuries adjacentes, dans les terriers des abbayes qui consignaient les redevances dues par les seigneurs locaux. Ce travail de reconstitution est l'une des spécialités des généalogistes professionnels. Un généalogiste spécialisé en Normandie connaît les fonds du Parlement de Rouen et les archives des grandes abbayes comme celles du Bec-et-Loing ou de Jumièges, qui ont conservé des documents fonciers d'une richesse extraordinaire. Un généalogiste spécialisé en Provence connaît les archives de la sénéchaussée d'Aix et les fonds du Parlement provençal, des sources que les chercheurs amateurs ne songent jamais à consulter. Et puis, il y a les blasons. L'héraldique, la science des armoiries, constitue une dimension souvent négligée de la recherche nobiliaire. Si un ancêtre avait fait enregistrer ses armoiries dans l'Armorial général de France de 1696, le grand inventaire ordonné par Louis XIV sous la direction de Charles d'Hozier, son nom et son blason figurent dans un document consultable à la BNF et partiellement accessible sur Gallica. 120 000 armoiries enregistrées.
Ce n'est pas un registre de noblesse au sens strict. Des roturiers y figurent aussi, l'enregistrement étant payant et ouvert à tous. Mais la présence d'un ancêtre avec des qualifications explicites de noblesse y constitue un élément précieux. Le fait de porter un blason, à lui seul, ne prouve rien. Des milliers de familles bourgeoises utilisaient des armoiries sans être nobles. Et de nombreuses familles nobles de petite extraction n'avaient jamais les moyens d'enregistrer le leur. L'héraldique doit toujours être croisée avec d'autres sources. Il existe aujourd'hui une institution qui tente de faire la synthèse de toutes ces sources, d'établir une liste aussi fiable que possible des familles nobles françaises subsistantes, c'est-à-dire dont la lignée est encore représentée par des descendants vivants. L'Association d'entraide de la noblesse française, l'ANF, a été fondée en 1932 et reconnue d'utilité publique par décret en 1967. Elle répertorie depuis sa création environ 2329 familles qui ont présenté leurs preuves devant sa commission des preuves selon des critères rigoureux. Chaque année, environ 150 familles sollicitent leur inscription et selon ses représentants, 80% de ces demandes sont finalement validées. Mais après une vérification sérieuse, parce que, comme ils le soulignent eux-mêmes, des faussaires et des usurpateurs tentent régulièrement d'obtenir une reconnaissance qu'ils ne méritent pas. Mais voici ce que révèle la réalité de cette institution. Et c'est peut-être le fait le plus inattendu de toute cette enquête. L'ANF ne répertorie pas toute la noblesse française subsistante. Elle ne répertorie que les familles qui ont choisi de se faire admettre et qui remplissent ces critères particuliers. Il existe des familles d'authentique noblesse ancienne dont les descendants n'ont jamais demandé leur admission à l'ANF. Soit parce qu'ils l'ignoraient, soit parce qu'ils refusaient par principe de se soumettre à un jugement associatif, soit parce que leurs archives avaient été trop endommagées pour réunir un dossier complet. Et il existe, à l'inverse, des familles admises à l'ANF dont des spécialistes du droit nobiliaire contestent la qualité. La liste de l'ANF est précieuse, elle n'est pas infaillible, et elle n'est certainement pas exhaustive. La vraie carte de la noblesse française subsistante est bien plus complexe que n'importe quelle liste ne peut le faire apparaître. C'est une réalité dispersée dans les archives, dans les mémoires familiales, dans les greniers de vieilles maisons provinciales où des documents que personne n'a ouverts depuis 2 siècles attendent peut-être de révéler une filiation que l'on n'aurait jamais osé imaginer. Et voici ce que cette dispersion révèle sur la France elle-même. La noblesse n'était pas homogène. En Bretagne, elle était l'une des plus nombreuses proportionnellement d'Europe, avec à une extrémité des familles qui possédaient d'immenses domaines ducaux, et à l'autre la noblesse indigente dont on parlait avec un mélange de respect et de pitié. Des familles qui avaient conservé leur qualité héréditaire, mais vivaient dans des manoirs si modestes qu'ils se distinguaient à peine de leurs métayers, labourant parfois leurs propres champs tout en refusant d'exercer un commerce qui les aurait fait déroger. Dans le Languedoc, la noblesse d'extraction ancienne côtoyait une noblesse de robe née des charges au Parlement de Toulouse. En Alsace, annexée au XVIIe siècle, les familles nobles relevaient en partie d'une tradition héraldique et juridique du Saint-Empire germanique, partiellement distincte de celle du reste du royaume. En Savoie et dans le comté de Nice, annexées seulement au XIXe siècle, des familles nobles de tradition piémontaise ou sarde se trouvèrent intégrées à la noblesse française sans que leur titre ait jamais été vérifié par les institutions parisiennes. Cette diversité régionale crée des défis particuliers pour la recherche. Elle crée aussi des découvertes inattendues. Il n'est pas rare qu'une famille dont le nom semblait profondément ordinaire découvre qu'un ancêtre du XVIe siècle portait les qualités d'un gentilhomme campagnard qui avait simplement cessé de les revendiquer parce que les circonstances, une disgrâce, une émigration, une ruine, l'avaient rendu inutile ou dangereux de le faire. Car c'est cela, l'un des phénomènes les plus fascinants de l'histoire sociale française, la dérogeance. Sous l'Ancien Régime, un noble pouvait perdre sa noblesse en exerçant le commerce de détail ou certains métiers manuels. Les descendants d'un noble qui avait dérogé, même par nécessité, pouvaient se retrouver dans une situation ambiguë, portant le nom de leur ancêtre, peut-être même la mémoire de son titre, mais sans les droits juridiques correspondants. Ces familles forment une zone grise de l'histoire sociale que les archives peuvent parfois éclaircir de façon surprenante. En Bretagne notamment,
Des ordonnances particulières permettaient aux nobles d'exercer la pêche ou la marine marchande sans déroger, produisant une noblesse maritime dont la réalité échappe à toute généralisation. Ce que la recherche généalogique sérieuse finit presque toujours par produire, même quand elle ne confirme pas une ascendance noble, c'est quelque chose d'au moins aussi précieux. Une compréhension réelle de qui étaient ses ancêtres, où ils vivaient, comment ils vivaient, quels événements ont façonné leur existence et, par conséquent, la vôtre. Un acte de mariage du XVIIe siècle trouvé dans les archives d'une petite paroisse de Gascogne, une minute notariale du XVIe siècle conservée aux archives départementales du Gers, un terrier médiéval où figure le nom d'un ancêtre comme tenancier d'un fief. Ces documents sont des fenêtres ouvertes sur des vies réelles, sur des hommes et des femmes qui ont traversé les guerres de religion, les épidémies de peste, les famines, les bouleversements de la Révolution en portant votre nom. Et parfois, au détour d'une liasse d'actes notariés que personne n'a ouverte depuis 200 ans, dans la salle de lecture silencieuse d'une archive départementale, quelqu'un découvre que l'un de ses ancêtres était désigné, avec la plus grande simplicité du monde, par ce titre qui soudainement change tout. Écuyer, seigneur de. 2 mots sur un parchemin jauni. Et derrière ces 2 mots, des siècles d'une histoire que personne dans la famille n'avait cherché, ni même imaginé. La prochaine fois que vous entendrez votre nom de famille prononcé à voix haute, peut-être vous demanderez-vous ce que les archives savent encore de celui qui l'a porté pour la première fois. La réponse est peut-être là, attendant dans un registre que vous n'avez jamais ouvert. Quel est votre nom de famille? Et avez-vous déjà tenté de remonter à ses origines les plus anciennes? Dites-le nous dans les commentaires, parce que chaque nom raconte une histoire, et certaines de ces histoires n'ont pas encore été racontées. Si cette enquête vous a donné envie d'aller plus loin, abonnez-vous. Chaque semaine, nous ouvrons une nouvelle porte dans la mémoire cachée de la France.